Face à l'invité de ce soir, nous amène chez le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri Christin Longenja, une structure une plateforme de la société civile regroupant plusieurs structures de la société civile. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la publication de la liste définitive de candidats à président et députés nationaux. Et aussi, nous allons nous focaliser par rapport à leur cheval des batailles qui est l'accès à l'information. Nous allons parler aussi de cet accès à l'information aujourd'hui en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous par rapport à leur démarche au niveau de l'Assemblée nationale? Je crois que les développements de toutes ces questions, vous allez suivre tout à l'heure au cours de cette émission. Henri, et bienvenue dans cette émission. Merci madame et merci à tous les téléspectateurs qui consacrent leur temps pour nous suivre. En tout cas, aujourd'hui, la CENI a publié la liste définitive du candidat à président ainsi que le député nationaux, et au regard de tout ce qui précède, Corneille Nangaa s'est dit satisfait de l'avancée de son calendrier par rapport à l'exécutif de ce calendrier. Il s'est dit que non, tout va bien et les élections n'a plus sa raison d'être pour dire que non, il n'y aura plus d'élections ou pas. En tout cas, selon lui, il pense que les élections auront bien eu lieu le 23 décembre de cette année. Vous aussi de cet avis? Oui, bon, effectivement, le président de la CENI ne peut que dire ça. Il est vrai que nous devons être reconnaissants que le calendrier est respecté. Jusque-là, il essaie de suivre pas à pas tout ce qui était prévu. Mais seulement qu'il y a quand même quelques couacs qui persistent encore. Aujourd'hui, la liste des candidats députés est connue, le candidat président de la République est connu, mais cela ne nous garantit pas l'organisation des élections. Parce que pour aller organiser des élections, il n'y a pas que la publication des candidats. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, notamment les finances, vous avez la logistique, et surtout le problème le plus épineux, le problème de la confiance du processus par rapport à la transparence du processus. Parce que ce processus est basé sur l'accord de Saint-Sylvestre et qu'aujourd'hui, on peut organiser des élections sans l'application totale de l'accord de Saint-Sylvestre, nous aurons 15 élections. Et nous, en tant que société civile, qui cherche même un consensus par rapport à ce processus, nous sommes convaincus que si nous continuons aux élections, et le 23 décembre, on aura des élections, bien sûr, mais ça ne sera pas des bonnes élections, parce qu'il se pose plusieurs paramètres, notamment le consensus qui n'est pas là autour de certains points, la machine à voter, les fichiers électoraux, ce que les opposants sont en train de fustiger jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas confiance entre les acteurs par rapport à ces processus. Quand bien même qu'on veut avancer. À l'époque, Ngoï Mulunda disait qu'il pleuve, qu'il neige, moi, Ngoï Mulunda, là où les prêtres échoués, moi, je vais réussir, je vais organiser. Mais les élections de Ngoï Mulunda étaient encore plus chaotiques que les élections de Malumalu. Mais entendre parler Corneille Nangaa, il s'est dit satisfait de l'avancée, parce qu'il a présenté même, il a présenté le déroulement, le rapport auprès de députés nationaux lors de la conférence de président. Il ne peut que dire ça, mais ce qu'il ne peut pas dire, c'est que certains paramètres, certains défis qui les coincent aujourd'hui, il ne sait pas les dire à tout haut, et que nous disons qu'il doit avoir ce courage. Prenons par exemple la logistique. On ne veut pas l'appui de la communauté internationale, ni même de la MONUSCO. La MONUSCO qui a commandé des hélicoptères, des avions qui traînent et qu'on ne veut pas que ça entre au Congo. Et depuis que la MONUSCO avait commandé, il n'y a que 2 qui sont entrés à l'Est. C'était juste pour question d'Ebola, pour aider. Mais ces avions traînent à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a quand même... On ne veut pas de l'ingérence dans la chose qui engage la République. Qu'on les veuille ou pas, si la MONUSCO aujourd'hui veut aider, ce sont les Nations Unies, la RDC est membre des Nations Unies et que les pays cotisent pour ça. Donc ça ne serait pas une ingérence quant à ça, parce qu'en 2006 ils ont appuyé, en 2011 ils ont appuyé, et qu'aujourd'hui on dit non, il ne faut pas appuyer du point de vue logistique. Mais le pays s'est dit quand même qu'il s'autosuffit, il est capable de financer à des élections. Les pays peuvent dire ça, mais c'est ce que nous appelons cet orgueil-là
il faut que ça soit prouvé sur le terrain. Tenez, aujourd'hui, si nous prenons que la logistique, les avions, nous avons combien d'avions? Aujourd'hui, on est en train de miser sur les avions des FARDC. Mais il y a des avions qui datent longtemps et qui n'ont jamais survolé et qui ont mis sur ça et qu'aujourd'hui on n'a même pas encore commencé l'entretien de ces avions. Et donc entretenir un avion, ce n'est pas comme une voiture que je peux aller chez le garagiste, il va entretenir, ça prend du temps. On a vu l'avion ici, les bombardiers à Noirit, ça a pris combien de mois ou d'années pour que ça soit entretenu, et alors que nous sommes à quelques jours seulement. Ça c'est un. De deux, les déploiements même de tous ces éléments-là, il nous reste que quelques mois. Alors, s'il faut déployer tous ces éléments-là et que tous ces matériels, ainsi de suite, et nous avons 90 000 bureaux, donc pour dire comme les berges, 90 000 bureaux, 90 000 bureaux, sur toute l'étendue du pays, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de routes, ainsi de suite. Donc ça prend du temps. Donc pour dire que il se pose un problème. Même du point de vue financier, pourquoi les gouvernements et la CENI ne prennent pas le courage de publier les plans de décaissement? Où en sommes-nous avec les finances aujourd'hui? Nous avons fait des analyses avec nos collègues d'ODEP, ainsi de suite, mais il s'avère de ces analyses qu'il y a même un retard dans le décaissement des fonds. Au-delà de l'aspect des finances et de l'aspect logistique qui pose problème, il y a aussi le plus grand problème, c'est la confiance. Il ne faut pas organiser des élections pour que demain, ça soit comme en 2006 où Malouma l'a proclamé dans les chars de combat, et en 2011, au moment où nous sommes allés voter sous la pluie, et le jour de la publication, il n'y avait même pas la pluie. Mais Henri, on les chars de combat, vous doutez de la tenue de ces élections. Nous a imposé de rester dans nos maisons. Bon, en fait, nous doutons parce que nous avons encore des inquiétudes. Ce que nous voulons, nous en tant que société civile, nous voulons des élections parce que nous disons toutes les institutions du pays aujourd'hui sont illégitimes et que nous voulons des institutions vraiment légitimes et le seul moyen c'est aller aux élections. Mais pas des élections de parodie. Nous voulons des bonnes élections. Et des bonnes élections supposent qu'il y ait certains paramètres qui soient mis en jeu pour que ça rassure tout le monde et que les jours-là, les perdants puissent se dire exactement « j'ai perdu ». Nous côtoyons les politiques parce que la société civile, dans une démarche consensuelle, nous sommes en train de voir les politiques par-ci par-là, de part et d'autre, la majorité comme opposition, pour essayer un peu de voir les sons de cloche. Ainsi que les valider. Oui, tout le monde, pour avoir les sons de cloche. Mais il se dégage qu'ils ont des doutes. Ils ont des doutes et que personne ne rassure que les jours où on va publier des résultats, il y aura la paix. Partout, ils sont sûrs qu'à l'allure où nous allons, sans consensus, sans confiance, sans l'application totale de l'accord de Saint-Sylvestre, on n'aura pas de bonnes élections et ça sera des élections contestées et il y aura toujours des troubles. Avec plusieurs conséquences, parce que si les troubles sont énormes et que les cas de flagrance vraiment sont énormes, ça ne peut pas empêcher la Cour constitutionnelle demain d'annuler ces élections. Et si la Cour constitutionnelle annule des élections, la conséquence, ça serait quoi? Une transition imposée. Et à ce moment-là, pendant ces temps-là, les dialogues qu'on est en train d'éviter aujourd'hui, ils vont chercher à organiser ces dialogues après la publication du scrutin, des résultats du scrutin, parce qu'il y a contestation, et à l'issue de ces dialogues, ils vont se dire, bon, on ne va pas déchirer l'épée, mettons-nous ensemble, bon, trouvons des moyens, et les uns et les autres vont venir avec les réclamations. Dans l'autre temps, ils ont déjà gagné la majorité. Ils ont gagné. Et en même temps, pendant ce temps-là, l'opposition viendra, par exemple, avec ces réclamations que non, voilà, nous voulons des élections inclusives, ce qui n'est pas mauvais, et ce qui n'est pas pour nous un objet pour refuser des élections parce qu'on a écarté tel ou tel, tous sont des Congolais et ceux qui sont restés sont des Congolais, mais le problème c'est qu'on ait la confiance de tout le monde et qu'on puisse chercher que les élections, les jours-là, ça soit une fête et non l'occasion vous êtes, je ne sais où, vous devez vous précipiter pour rentrer à la maison parce que Corneille Nangaa avait publié des élections. On ne sait pas cette fois-ci si ça sera
ça ne sera pas dans un char de combat, ou ça sera ou soit il va le faire de manière indifférée, on ne sait pas comment ça va se passer, et vous devez vous enfermer parce que le jour-là, on va déployer l'armée partout, les forces de sécurité pour terroriser les gens, alors que ça devrait être une fête nationale. Voilà notre crainte. Nous ne refusons pas des élections. Nous sommes pour des élections, et rien que pour les élections, mais les bonnes élections. Mais c'est moi qui, en tant que société civile, nous avons des inquiétudes sur l'acceptation des résultats par les parties prenantes. Nous ne sommes pas des candidats, mais nous supposons qu'il y a encore des points que la CENI devrait travailler au lieu d'aller si vite, pour trouver un consensus, notamment autour de la machine à voter, autour du fichier électoral, et même par rapport même à la machine à voter, il y a les Britanniques qui ont donné les recommandations. Voilà, les 15 recommandations. Les 15 recommandations que la CENI a semblé balayer certaines recommandations, mais c'est un problème qui demeure. Parce que même eux qui devraient certifier, ils n'ont pas certifié. Ils n'ont donné que des recommandations. Et quand on donne des recommandations devant une chose, ça veut dire qu'on connaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que pour que ça soit certifié, il faut tenir compte de ces recommandations. Mais si aujourd'hui on ne tient pas compte de ces recommandations, et comment ça va rassurer les autres? Et en plus, un autre point qui puisse faire que si aujourd'hui on va aux élections, sans que la population soit bien informée, le problème des seuils électoraux. Vous savez mais avant de passer au problème du seuil, Henri, parle-nous un peu en des termes clairs le rapport des experts britanniques, parce que le peuple voulait quand même savoir qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport. Bon, ce qu'il faudrait dire, qu'ils ont donné les 15 recommandations, que je ne saurais pas tous les lister. Le point essentiel. Ce qui est important, c'est d'abord ils ont voulu qu'on puisse d'abord changer les systèmes, enlever les pistes, pour que, en enlevant la piste et en désactivant le Wi-Fi, que ça ne puisse pas permettre la transmission directe des données. Que l'appareil serve uniquement comme imprimante. Et à ce moment-là, les inquiétudes des uns et des autres peuvent être apaisées parce que ça ne va pas servir comme on le croit maintenant, comme ça se fait maintenant, que ça va transmettre des résultats là, au niveau central. Et l'autre chose qui demandait qu'on puisse boucher les places des ports USB. C'est que la CENI dit que c'est impossible. Alors que la crainte avec les ports USB, c'est quoi? Je suis dans l'isoloir, j'ai mon flash disque, j'ai tout préparé ailleurs et je suis le dernier à venir voter parce que c'est préparé, et à la dernière minute, moi j'enlève la piste qui est là, je fais remplacer par l'autre, je glisse mes données pendant qu'ils sont en train de traîner là-bas. S'il y a un secret de vote, personne ne viendra me dire que non, vous devez faire 2 minutes, tout ça, parce que le timing dépend de moi qui est là. Alors, je peux manœuvrer avec le flash disque et introduire d'autres données. Et à ce moment-là, c'est une manière aussi de tricher. Mais par rapport au port USB, la CENI dit niet, on ne peut pas enlever. Alors, pour ne citer que ces éléments-là, et la désactivation des Wi-Fi, pour que ça soit rendu juste une imprimante de bulletins. Mais c'est ce que la CENI ne veut pas entendre de ses oreilles. Et c'est là où on s'est dit, mais où est le problème? Et lorsque nous parlons même de l'accord de Saint-Sylvestre, pour créer la confiance au niveau de la CENI, pourquoi aujourd'hui on ne veut pas que les partis de l'opposition, pour ne pas citer l'UDPS, qui avait demandé le changement de leurs représentants là-bas, jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on les change. Alors qu'ils représentaient là l'UDPS. Pourtant, ailleurs, on a changé. Alors, pourquoi on ne veut pas que l'autre puisse partir et qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre? Par quelqu'un d'autre. Parce qu'il est congolais comme tout autre et qu'il venait d'un parti politique, mais curieusement, il s'est dit non, je ne suis plus de l'UDPS limité, je suis de l'autre UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus de représentants. Alors, là. Donc, ça pose un problème. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus confiance dans les chefs de la CENI, et que la CENI devrait tout faire pour recréer la confiance. Malheureusement, le président a déclaré tout haut qu'il n'est pas là pour créer la confiance, et ainsi de suite. Alors que les bonnes élections
l'oxygène même des élections, c'est la confiance entre les acteurs. Et là, ça pose un problème. C'est comme ça que nous avons dit, il faut qu'on trouve un consensus. Au lieu d'attendre que demain, les gens meurent parce qu'on a organisé les élections chaotiques et qu'il y a des contestations partout, que les gens meurent, il est temps que les gens puissent se mettre autour d'une table et trouver un consensus, même pourquoi pas la machine. Quand est-ce qu'on va trouver ces consensus au moment où les calendriers sont en train d'être exécutés et le mécontent? Trouver le consensus, madame, ne freine en rien le calendrier. Tenez, je prends seulement un seul point qui n'était même pas dans le calendrier, que la CENI est en train de s'accrocher. La machine à voter. Ce n'était pas dans le calendrier de la CENI. Parce que le 6 octobre, c'était la commande. Hein? La commande des bulletins. Et vers le 16 ou le 20, si je ne m'abuse pas, c'est l'impression. Au mois d'octobre, donc pour dire que le mois d'octobre, c'est la commande et l'impression. Alors, et ils avaient programmé ça. Bien sûr, aujourd'hui, ils vont dire non, il y a la loi sur la passation des marchés qui va nous exiger autant de mois pour faire la commande. Mais lorsqu'il élaborait son calendrier, il n'y avait pas la donne machine à voter, c'était des bulletins qu'il fallait imprimer les bulletins et déployer les bulletins. Donc c'est comme si Nanga avait un autre calendrier parallèle. C'est comme ça que les gens qui nous avaient suivis à l'époque, lorsqu'on publiait ce calendrier, je disais c'était un calendrier publié pour la consommation extérieure. Comme Nike Ali avait dirigé les élections en 2018, alors il va falloir qu'on les mette en 2018 et vers la fin. Pour que moindre dépassement, nous sommes en 2019 et à ce moment-là, il y aura encore d'autres conciliables, des dialogues et ainsi de suite. Et ils vont encore élargir. Et c'est là le chemin qu'on est en train de nous conduire aujourd'hui, qu'on ne veut pas dire la vérité à la population, que voilà, il y a des paramètres, il y a de forts risques, en dépit du fait que les grandes activités du calendrier électoral sont en train d'être exécutées, mais il y a certaines contraintes d'ordre politique, logistique et financier qui risqueraient de nous pousser d'aller au-delà du 23. Et à ce moment-là, ça va encore demander un consensus. Et lequel consensus que nous, sociétés civiles... Donc nous retombons toujours dans le calendrier des 504. Oui, des 504. Et un consensus que nous, sociétés civiles, nous jugeons un peu suspect, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se passer dans ces consensus-là. Lorsque nous regardons, nous suivons de près les déclarations des uns et des autres. L'opposition qui ne jure que sur les élections inclusives. C'est-à-dire qu'il faut que Mozito vienne, il faut que Katumbi vienne et que Bemba vienne, alors que le dossier est clos. Et que si demain, ils doivent mettre les dossiers sur table, ça ne sera plus un dossier juridique ou un dossier constitutionnel, ça sera un dossier politique et qu'on va trouver des solutions politiques. Et à des solutions politiques, la majorité aussi, qu'on ne soit pas étonné qu'ils puissent aussi dire que, bah, écoutez, comme on veut trouver une solution politique et que nous, la majorité, on a toujours juré que sur la personne du président Kabila, même les dauphins disaient quoi? Il est là, il demeurera, il sera toujours. Donc Kabila, autorité morale. Alors, autorité morale qui doit être là, mais ils peuvent encore dire, bon, lui, c'est la Constitution qui l'écartait, et comme les autres aussi, c'est toujours la Constitution, alors, dans ces cas, compromis politique, lui aussi se représente. Ce sont des pièges qu'on peut faire que les politiques sont en train de se faire entre eux et qui souffrent, qui tombent dans ces pièges, c'est nous la population. Voilà pourquoi la société civile, nous disons, les 23, nous voulons des élections, mais des bonnes élections. Et que dépasser les 23, même les 24, à ce moment-là, la société civile, nous allons réclamer, mobiliser la population partout, au prix même des animateurs, pourvu qu'on ait une transition citoyenne sans les animateurs en place qui ont failli, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'en 2016, ils ont échoué, 2017, ils échouent, et 2018, ils vont encore échouer, et qu'on doit commencer les acclamer comme ça, on va à 2019, 2020, et là, c'est comme si le pays leur appartient seul. Ce sont des Congolais comme tout le monde, et par conséquent, si le 23 décembre, il n'y a pas des élections, et des bonnes élections
qui vont nous aider à fêter au mois de janvier, lors de la passation civilisée du pouvoir. À ce moment-là, société civile, nous allons mobiliser la population pour réclamer une transition sans tous les animateurs. Mais Christian, laisse-moi vous assurer, parce que la majorité aujourd'hui n'est pas d'avis qu'il n'y ait pas élection, il n'est jour que par les élections du 23 décembre. Madame, la majorité ne peut que gérer que ça, parce que la majorité voit maintenant que tous les signaux, toutes les analyses possibles, donc la victoire à la majorité. Les élections ou rien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui la majorité a déjà commencé la campagne. Il suffit seulement de suivre la RTNC, Télé 50 et tout ça pour voir comment la majorité fait la campagne du dauphin Chadari. Donc pour la majorité, ils étaient en train de torpiller le processus parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas sûre. Mais maintenant qu'elle est sûre, c'est comme ça que la majorité s'est dit élection. Mais ce n'est pas toute la majorité. Parce que nous côtoyons, nous posons aussi des questions. On fait des sondages, ainsi de suite. Il y a de ceux qui pensent que ce n'est pas bon d'aller aux élections dans ce climat actuel. Il faut que les gens se mettent autour d'une table pour trouver un consensus. Et pour avoir de bonnes élections. Mais faire fi à cela, on ira bien aux élections. Mais j'insiste que ça sera des élections chaotiques et que ça va amener les pays dans un désordre. Et ça, en tant que société civile, en tant que fils de ces pays, nous ne pouvons pas cautionner la route qui nous amène vers des désordres parce que le Congo a tant versé du sang. Il ne faut pas que le sang des Congolais puisse continuer à être versé à cause de son droit civique d'aller jeter son bulletin dans l'urne. Nous voulons que je vais jeter mon bulletin dans l'urne pour engager quelqu'un qui doit gérer la chose publique à ma place pendant 5 ans et que ça soit une fête. Que ça ne soit pas la mort pendant ce temps-là parce que j'ai commis ce tort-là d'aller voter quelqu'un. Donc c'est ça ce que nous ne voulons pas. Nous voulons des bonnes élections. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Qui dit vrai avec Christian Lungenjek. Je le rappelle ici, il est secrétaire exécutif du collectif 24, une plateforme de la société civile qui regroupe plusieurs secteurs de la société civile. Il n'est jour que par les élections, mais quelles élections? Les élections crédibles, transparentes et apaisées. Et Christian Lungenjek, je viens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, si le 15 préalable posé, le 15 préalable qu'a proposé les experts britanniques n'arrivaient pas à être exécutés, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de parler des élections? Bon, nous pensons que si réellement les uns et les autres veulent qu'on aille aux élections, les préalables ou les recommandations des experts britanniques sont liées à la machine à voter. La CENI doit prendre l'option. C'est l'argent de l'État. Il ne faut pas que les gens meurent à cause de leur argent. On dépense, on détourne beaucoup d'argent ici. Et les pays n'est pas stoppé. Dis-moi pour ça, le monde entier, tout le monde, nous saurons que nous, les contribuables, que l'argent était sorti pour ça, mais on ne l'a pas utilisé. Ce n'est pas la fête du Congo. C'est machine à voter, qu'on l'utilise maintenant ou pas, c'est un bien acquis maintenant de la CENI. On peut l'utiliser progressivement et laisser de côté pour ces élections cette machine. D'abord, la loi électorale prohibe même l'élection électronique pour les élections en cours. Et en utilisant la machine à voter qui a des aspects électroniques, c'est en violation même de la loi électorale. Et on peut utiliser ces machines à voter dans des élections futures, par exemple, pourquoi pas des élections des bureaux, des assemblées, élections des gouverneurs, élections des sénateurs. Et à ce moment-là, on teste petit à petit et pour créer la confiance. Donc cela ne voudrait pas dire que parce qu'on a dépensé l'argent pour acheter ces machines, quand bien même alors que les modalités de passation des marchés, d'achat de ces machines n'ont pas été transparentes, c'était aussi opaque. Mais on peut concéder qu'on a les machines qui sont là, qu'on met de côté dans les dépôts de la CENI et qu'on commande les bulletins, il n'est pas encore tard. Les bulletins, si on pense qu'aller en Afrique du Sud et partout c'est trop, nous avons notre terre de monnaie ici, qui a du matériel et c'est question qu'on puisse placer les gens les uns des autres parce que c'est question de confiance. Tous les candidats ont leurs témoins là-bas. La société civile est là, l'opposition comme la majorité, autour des gens, des experts
au niveau de l'hôtel de monnaie de Kinshasa, les gens sont là logés et surveillent. L'hôtel de monnaie nous imprime les primes, les bulletins, ça va épargner tous les coûts de transport, et ainsi de suite, et on aura des bulletins dans un temps record, et tout le monde va surveiller comment ces bulletins sont traités d'être produits, et ça va encore créer la confiance, et on peut aller aux élections. C'est question de volonté politique, et c'est question de calcul. Mais le problème est que les intérêts des uns et des autres ne sont pas là. Les intérêts des uns et des autres, c'est pour les uns sauvegarder le pouvoir, ce qui est noble lorsqu'on est un parti politique, mais sauvegarder le pouvoir à tout prix, au détriment même au sacrifice de la nation. Mais pour les autres, il faut qu'on y aille, et au cas contraire, parce que nous ne voyons pas clair, nous, on ne peut pas aller. Or, la crainte, c'est quoi? Si on n'arrive pas à trouver un consensus pour qu'on stoppe les choses et qu'on organise bien des élections, on ira aux élections, parfois avec des cautions, pourquoi pas même avec des 4 millions d'électeurs, que la majorité maîtrise d'ailleurs aujourd'hui, et qu'on aurait un président de la République voté par les 4 millions d'électeurs sur les autres, parce qu'on fait des calculs. Des probabilités d'élection actuellement dans ce contexte actuel. Donc, dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, vous sortez président de la République à cause des voix de 4 millions seulement. Donc, vous voyez que c'est bizarre. Quelle confiance vous aurez, quelle légitimité vous aurez, et conséquence, on aura des soulèvements par-ci par-là, et pourquoi pas des rébellions, des insurrections par-ci par-là, alors que nous ne voulons pas, parce qu'il ne faut pas qu'on crée des mécontents à tout moment. Henri, je rappelle là, apparemment, vous êtes en train de prouver vraiment des inquiétudes par rapport à ces élections que tout le monde attend le 23 décembre de cette année même. Mais au mois de mai, vous avez réfléchi autour de la crise liée aux élections en RDC, vous de la société civile bien sûr, mais qu'est-ce qui a été ressorti au cours de ces assises? Bon, nous avons réfléchi en termes de révolution. Je pense que ce que nous sommes en train de dire là, c'est entre autres les fruits des réflexions que la société civile nous avons menées. Et au mois de mai, nous avons une quarantaine d'organisations de la société civile où nous avons fait des déclarations et avec des recommandations concrètes. Et qu'aujourd'hui, nous continuons. Quand bien même nous disons que nous ne sommes pas d'accord qu'on ait aux élections dans le contexte actuel, mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. La société civile s'organise pour déployer les observateurs partout. Partout dans les 90 000 bureaux de vote, la société civile, nous faisons une cartographie pour que les uns et les autres puissent se déployer et qu'on ait des résultats. Mais le problème qui peut se poser, c'est quoi? Nous pouvons avoir nos résultats, nous, savoir que dans telle circonscription, c'est tel qui a été voté, mais il y a une piège. Le piège que les politiques ont mis dans la loi électorale, la question du seuil. Et il ne suffit pas seulement que si moi, Henri, j'étais candidat ici à Lukunga et que je puisse renfler les voix à Lukunga, mais si mon parti n'a pas eu le seuil de 1% des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, quand bien même que moi j'ai raflé les voix à Lukunga, je ne serai pas proclamé élu. Mais celui qui n'a eu par exemple que 3 voix, mais que son parti a raflé les voix au niveau national et a dépassé le seuil de 1%, celui-là sera proclamé député à Lukunga et la population va crier tricherie. Et c'est ça le problème. Et lorsque la CENI va calculer ces seuils-là, l'inquiétude c'est quoi? Il n'y aura ni témoin, ni observateur. Ça sera la discrétion de la CENI. Alors nous pouvons sortir nos résultats, dire que voilà, nous avons fait notre méga observation, nous avons tous les résultats du pays, mais la CENI va vous dire oui, vous avez ça, mais l'essai, ce n'est pas vous qui calculez. Si vous pensez que tel candidat a gagné l'élection et pas l'autre, mais je vous dis qu'il n'a pas gagné parce que son parti n'a pas atteint l'essai. Et ça, c'est là où il y a des complications. Donc c'est tout ça que nous disons, il est important que tout cela soit bien expliqué à la population, pour que la population ne soit pas étonnée que même aujourd'hui, les députés provinciaux de Barumbu, on peut élire, M. Henri, député provincial de Barumbu,
on voit qu'il a gagné partout. Mais si M. Henry, son parti, n'a pas atteint le seuil de 3% dans la ville de Kinshasa, M. Henry ne sera pas proclamé député de Barumbu. Ça serait une autre personne, par exemple, de parti X, qui n'a eu que 100 voix, et qu'on le proclame parce que son parti a dépassé le seuil de 3% de la circonscription. Donc, ce sont des questions comme ça qu'on se dit, mais est-ce que la population comprenne? Et surtout qu'on doit encore mettre les problèmes épineux de la machine. Voilà pourquoi nous disons notre proposition par rapport à nos réflexions, que nous nous préparons pour les élections. Dans l'entretemps, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que nous nous préparons tous, bien sûr. Nous ne sommes que des observateurs, nous ne sommes pas candidats. Nous voulons des bonnes élections, mais la direction dans les politiques, la CENI, tout ça en train de nous conduire, nous inquiète. Parce qu'il n'y a pas un consensus autour de certains points et au risque que demain, que l'épée puisse s'embraser parce qu'on aura des mauvaises élections. C'est ça nos réflexions. Voilà pourquoi nous avons commencé avec des consultations par-ci par-là pour rappeler les uns et les autres devant leur conscience pour qu'ils sachent que c'est notre pays et qu'il est bon que nous puissions vraiment l'aimer. Et aimer le Congo, c'est organiser des bonnes élections pour doter demain le Congo des dirigeants qui sont élus et choisis par la population elle-même et non des dirigeants qui seront nommés ou cooptés à cause parce qu'on veut créer une majorité factuelle pour aider au prétendu gagnant président de la République d'avoir cette majorité et gérer le pays tranquillement. Ce n'est pas ça la voie. Si c'est ça la voie, ça serait vraiment suicidaire et que nous pensons que le président Nanga a cette chance-là de conduire ces élections qui sont des élections historiques, qui va l'aider à avoir un président entrant et un président sortant et qu'il a tout intérêt de les organiser pour que demain, ça soit une fête et non, ça soit des pleurs par-ci par-là parce qu'il y a des troubles. Avoir des bonnes élections, c'est aussi permettre à cette population d'accéder à l'information, Henri. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de la société civile, vous êtes rassurés que cette population, la population congolaise, est mieux informée concernant les élections qui vont se dérouler d'ici là? Bon, effectivement, madame, vous voyez, la question d'accès à l'information, c'est notre champ de bataille au niveau du collectif 24. Et qu'à un certain moment, nous avons organisé un café presse info sur le droit d'accès à l'information dans les processus électoraux. Oui. En prenant les principes directeurs édités par l'Union africaine, nous les avons appliqués dans les processus électoraux en RDC. Les constats étaient malheureux. Parce qu'on s'était rendu compte que la plupart des principes ne sont pas respectés et c'est ce qui donne des dérives aujourd'hui et ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas de confiance et que demain on puisse attendre à des contestations. Aujourd'hui, la population n'est pas bien informée parce qu'il n'y a pas un cadre qui les impose. En termes de loi aussi. En termes de loi. Et nous ne comprenons pas. Les mêmes députés aujourd'hui, et d'ailleurs c'est au moment de les inviter, parce que la loi sur la liberté d'information, la loi d'accès à l'information, est programmée à cette session et qui est la dernière session. Et c'est une loi qui fait de la population un souverain parce que la population a ce pouvoir-là d'aller demander des comptes à qui que ce soit et on doit lui donner. Voire même par rapport à cette question de l'électorat aujourd'hui. Si la loi était là et que c'était en vigueur, la population irait même auprès de la CENI. Vous devez nous donner telle information et le président de la CENI serait dans l'obligation de les donner. Mais maintenant, il n'y a pas un cadre qui l'impose. Voilà pourquoi il peut donner ce qu'il veut. Il peut même, dans les sites internet, enlever certains éléments, par exemple, si la population des provinces, ainsi de suite, cacher certaines choses parce qu'il n'y a pas la loi qui l'impose. Or, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la session, à la fin de la législature, et que nous pensons qu'il est temps que ces députés qui demain, vous êtes députés, mais demain, aujourd'hui, pardon, vous êtes députés, mais demain, vous serez des citoyens simples comme nous tous. Vous aurez besoin de cette loi parce que vous aurez besoin de savoir, même pour gérer vos contentieux,
vos propres contentieux électoraux parce que la plupart sont des candidats, mais c'est cette loi-là qui va vous aider. Mais si aujourd'hui, vous bloquez la loi pour des raisons ou l'une ou l'autre raison, mais qui relèvent vraiment d'obédience politique et non pas pour les soucis du pays, mais aujourd'hui, demain, ça va vous rattraper parce que demain, vous irez chercher des informations, mais vous n'aurez pas ça. Mais pourquoi pas faire comme dans la Bible, on dit, quelqu'un sachant bien qu'il y a à la fin de son contrat, à la fin du travail, alors il est sorti demander aux gens qui avaient leurs dettes pour arranger des papiers, pourvu que lorsqu'il va sortir, il soit bien accueilli. Mais maintenant, tous sont à la sortie. Alors pourquoi pas préparer les terrains pour qu'eux-mêmes aient aussi des facilités. C'est comme ça que nous les invitons de voter en urgence cette loi, la loi d'accès à l'information, parce que si cette loi était là, il y aurait beaucoup de choses aujourd'hui qui allaient changer, parce qu'au Zimbabwe ou dans d'autres pays, et partout au monde, ils mettent la loi d'accès à l'information parmi des lois qui accompagnent le processus électoral. Et ça marche parce que ça renforce la transparence. Mais chez nous ici, comme tout est boutiqué, avec des calculs, on veut tout cacher. C'est comme ça qu'on a fait traîner cette loi. Parce que c'est inadmissible que le Sénat, qu'il ait voté cette loi depuis octobre 2015, madame, mais aujourd'hui nous sommes déjà dans quelques jours, en octobre 2018, 3 ans durant, une chambre a confisqué la loi. Donc, il y a une loi qui améliore la gouvernance, une loi qui fait qu'il y ait la transparence et que le Congo aille de l'avant, parce que ça va permettre à lutter contre la corruption et faire en sorte que l'article même 5 de la Constitution qui dit que la souveraineté revient au peuple, que cette loi-là qui donne vraiment la souveraineté au peuple d'avoir accès aux informations et les vraies informations pour se décider avec toutes les responsabilités, intervenir et participer dans la gestion du pays, mais on le bloque. Voilà pourquoi nous disons que s'il y aura contestation, parce que les gens ne sont pas bien informés et qu'il nous reste que quelques temps seulement, mais même s'il y avait la loi, chacun pourrait faire nécessaire de sa manière pour chercher les informations et les avoir. Mais aujourd'hui, aller chercher les informations, personne ne vous les donnera parce qu'il n'y a pas un cadre qui les contraint. C'est ça le comble, et que si les députés veulent vraiment que demain ils soient applaudis, c'est ça ce qu'ils peuvent faire voter cette loi-là. Puis le travail est déjà à la fin et le faire passer à la plénière, et ça serait une bonne chose. Nous sommes en train d'aller au terme de cette émission, mais Henri, nous n'allons pas nous séparer sans pourtant parler un peu de ce flou artistique qui est orchestré aujourd'hui par le politique. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard, parce que certains pensent qu'au regard de tout ça, il est difficile de parler aujourd'hui les élections dans un climat apaisé conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et vous, de la société civile, qu'est-ce que vous proposez comme sortie des crises? Bon, pour nous, la sortie des crises, c'est d'abord que la CENI cherche en toute urgence, pas avec l'orgueil de dire que voilà, je respecte les calendriers, que la CENI cherche en toute urgence de créer un consensus autour des points qui les divisent. Parce que la CENI n'est que l'arbitre entre les politiques, et que lorsque les deux équipes ne s'attendent pas, les deux équipes qui vont s'affronter, l'arbitre doit tout faire pour les mettre ensemble et trouver un terrain d'attente. Donc l'arbitre n'impose pas, l'arbitre cherche à trouver un terrain d'attente. Et si la question c'est la machine à voter, de mettre la machine à voter de côté et de demander à l'auteur de monnaie d'imprimer les bulletins ici. Et aussi c'est question de souveraineté, parce que le gouvernement a toujours dit que les élections c'est question de souveraineté. Imprimer aussi les bulletins de vote au pays, c'est aussi question de souveraineté, au lieu d'aller donner l'argent aux Sud-Africains, les Belges, par-ci par-là, pour nous imprimer les bulletins. Et que si on voit que cela n'est pas possible, et surtout qu'il y a plusieurs contraintes, non seulement politiques, logistiques, sécuritaires et financières, avoir le courage de dire que non, on ne sera pas en mesure d'organiser des élections le 23 décembre 2018. Donc, nous avons échoué et par conséquent, nous jetons l'éponge. Il faut que les Congolais, ce n'est pas seulement que eux, il y a plusieurs Congolais
qu'un autre groupe puisse conduire une transition citoyenne et lesquels animateurs de la transition citoyenne ne peuvent être jamais des candidats. Et à ce moment-là, ça peut nous aider à avoir de bonnes élections. En tout cas, Henri, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes là à la fin de cette émission. Je rappelle ici que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Henri-Christin Lungenja, secrétaire exécutif du collectif 24. Avec lui, nous avons parlé des élections. Il a émis un peu il a émis son point de vue concernant ces élections. Il y a un peu de doute par rapport à l'organisation de ces élections dans un climat apaisé, d'où il appelle les politiques à trouver un consensus autour de la tenue des élections le 23 décembre de cette année. C'est par là que nous vous disons merci. Et là, je profite pour dire merci aux cadres qui nous ont reçus. Donc, c'est le siège même du collectif 24. Je dis merci à Henri, je dis merci à Jérès Mabeka, José Isso, Tonton Ibongo et Bijunjon Jibateko pour leur appui technique. Et merci à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde. Au revoir.